Bonsoir fidèles téléspectateurs de la chaîne panafricaine et internationale. Je dis surtout bonsoir à vous les dames. Vous le savez, lorsque vous voyez mon visage à cette heure-ci, c'est que vous êtes bien évidemment à votre tribune préférée féminin. Aujourd'hui, on va commencer avec des devinettes et aussi avec des nouvelles. J'ai pour vous aujourd'hui une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Mais c'est parce que Féminin est d'abord une émission qui apporte la gaieté, la joie de vivre. Les nouvelles ne seront que très bonnes. Si je vous disais, oui, je peux vous entendre depuis ici, vous le savez. Si je vous disais, si on n'avance pas, il y a quoi? On rentrera chez nous quand vous nous aurez rendu ce que vous nous avez volé. Plaisir, je me suis habillée aux couleurs du drapeau algérien. Tu kiffes, hein? Un foulard rouge, un col roulé blanc, une grande tunique verte. Je vais voir un des artistes locaux, je lui dis, tu as vu? Je suis habillée aux couleurs de votre drapeau. Tu crois qu'il va être content? On dit, Wallah, même pas forme. Si la forme, la carte, la j'ai. Vous pouvez deviner? C'est sûr que vous avez deviné, c'est Samia Orozman. Et pour les deux nouvelles, la mauvaise, c'est que Samia n'est pas avec moi ici sur le plateau, mais parce que la technologie fait déjà des miracles, Samia Orozman est avec nous sur Féminin. Bonjour Samia. Bonjour. Moi, ça va toujours. On va parler de Samia, la comédienne, Samia, l'africaine, mais on va d'abord, avant tout, parler de Samia, la femme. Alors, Samia, la femme, tu écoutes souvent de la musique? Elle m'a interdit de la vous voyez, en fait. Toutes les fois où je peux, et j'écoute un peu de tout. Samia Orozman écoute quel genre de musique? Moi, j'aime beaucoup la musique afro. Généralement, je mets des playlists afro. J'aime le ragamuffin aussi. J'écoute un peu de zouk, la musique arabe aussi. J'aime tous les styles de musique tant que ça bouge, que ça donne la pêche et que ça donne envie d'être joyeux. Voilà, avant que Samia Orozman ne se présente vraiment pour nous parler de son parcours, de tout ce qu'elle a vécu, pour qu'elle en arrive au niveau où elle est là, parce qu'on le sait, elle a déjà acquis une certaine notoriété qui fait que même d'autres grandes stars prennent Samia Orozman en guest star dans leurs clips. Et tout de suite, on va commencer par la première musique. C'est un autre ténor de l'humour. Il s'appelle Le Magnifique. Il a chanté pour elle. Et comme on est à distance, le titre, c'est Amour à distance. Je vous invite à suivre. Amour à distance, Le Magnifique, c'est aussi un magnifique titre où on découvre une autre facette de Samia Orozman comme chanteuse. Mais avant de parler de tout ça, alors Samia Orozman, pour les téléspectateurs, surtout les téléspectatrices qui sont en train de nous regarder maintenant là, ils veulent savoir, à part la comédienne, qui est Samia Orozman? Ça, c'est une vaste question. Si je commence à parler pendant 3 jours, je suis encore là. Moi, je suis née à Paris de parents tunisiens. Ils viennent d'une petite île qui s'appelle Djerba. Ils ont tout quitté en fait au pays pour pouvoir essayer de donner un meilleur avenir à leurs enfants. Et on a grandi un peu entre, comme on dit, le cul entre deux chaises, entre l'Afrique, terre de nos ancêtres, et puis l'Europe dans laquelle on a évolué. Donc, j'ai eu cette chance de grandir au milieu de gens complètement différents. Et c'est comme ça que je me suis intéressée aux différentes cultures et que j'ai eu envie de raconter un peu toutes ces origines que j'ai pu rencontrer dans la banlieue parisienne. Donc, il y a beaucoup de gens qui considèrent que venir de banlieue, c'est pas une bonne chose. Moi, c'est le contraire. C'est là où j'ai pu faire le tour de l'Afrique sans même quitter l'endroit. D'accord. Alors, avant d'être la comédienne de renom que vous êtes aujourd'hui, quel est votre parcours scolaire? Alors, j'ai fait du théâtre depuis l'âge de 12 ans. Oui. J'en ai fait d'abord en atelier théâtre. Après, j'ai fait le conservatoire de théâtre à Paris. J'ai eu un bac de commerce. Et puis ensuite, je me suis inscrite en sociologie, en option sciences politiques à la fac. Mais j'y allais pas. C'était juste pour avoir un titre, pour pouvoir être boursière et puis continuer les cours de théâtre à côté. Et comment est arrivée la comédie? Moi, la première fois que je suis montée sur scène, j'avais 12 ans. Oui. Et c'était pour une improvisation théâtrale. Et quand j'ai joué ce jour-là, je devais jouer le rôle d'une fille dont le copain venait de se faire écraser par une voiture. Et j'ai tellement cru à mon improvisation, à l'âge de 12 ans, que j'ai réussi à pleurer et à faire pleurer tous mes camarades. Et c'est là où je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Je veux faire pleurer les gens. Et donc, je me suis lancée dans le travail de comédienne. Et puis, j'ai tout fait pour réussir à en faire mon métier parce que j'étais convaincue que j'avais été créée pour ça, en réalité. Et Dieu merci, maintenant, ça fait une dizaine d'années que j'exerce mon métier.
grâce à mes spectacles. Et j'ai eu la chance de tourner dans presque 18 pays, je crois. Oui. Vous êtes... Si on m'avait dit ça il y a quelques années, je n'y aurais pas cru, en fait. Même si c'était un rêve, je pensais que c'était trop beau pour être vrai et pour être réalisé. Et aujourd'hui, quand je vois le chemin parcouru, je suis un peu étonnée et je rends grâce à Dieu de vivre toutes ces belles expériences. Et comme vous le disiez, vous êtes tunisienne, née à Paris, en France. Est-ce que le parcours a été assez facile? Parce que lorsqu'on voit Samia Ousmane aujourd'hui, on n'imagine pas ce qu'a été son parcours. Ça n'a pas été facile. Et puis, en fait, pour acquérir quelque chose, on a l'impression qu'on doit payer 2 fois son prix. On doit faire toujours 2 fois plus que les autochtones. Ceux qui sont blancs et qui ont grandi dans un pays à majorité blanche ont beaucoup plus de facilité parce que ils correspondent à la norme. Je veux dire, si moi, demain, je veux jouer dans un film, j'aurai toujours des rôles stéréotypés où je jouerai le rôle de la pauvre femme qu'on a mariée de force au pays, ou alors de cette jeune issue des quartiers populaires. Ce sera toujours dans le même type de rôle. Je me dis que maintenant, même si je suis née en France et que j'ai grandi en France, comme j'ai une tête d'arabe, si jamais je retourne dans le pays de mes racines, je pourrais jouer n'importe quel rôle. Parce que je corresponds à la norme, je corresponds au standard. Alors qu'en France, je ne corresponds pas. Et donc, même si ça se dit le pays des droits de l'homme, etc., il y a quand même encore beaucoup d'inégalités. Tout n'est pas vraiment rose, tout n'est pas parfait. Après, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même assez cliché, assez stéréotypé, et c'est un peu compliqué de réussir à faire sa place quand on fait pas partie de la majorité. Oui, vous levez déjà le voile sur la question des inégalités. Justement, on a vu le collectif Noir n'est pas mon métier avec Firmin Robert et Aïssa Maïga, si je ne me trompe pas. Je pose la question, est-ce que les choses n'ont pas été facilitées pour vous par rapport à la couleur de votre peau? Parce que être noir, pur noir, et avoir quand même un teint comme le vôtre. Moi, je parle avec un peu plus de handicap. C'est que j'ai un bout de tissu sur la tête, je suis voilée. Et on est un peu la nouvelle bête noire en France. Donc c'était un peu plus compliqué. Et après, de la même manière que les femmes noires, on leur offre des rôles de femmes noires et des stéréotypes dans lesquels on les met, les maghrébines, c'est exactement la même chose. Je vous disais, en fait, on fait pas partie de la norme. Donc, quelle que soit notre particularité, on fait partie de ce qu'on appelle la diversité. Oui. Et c'est drôle parce que même dans mon spectacle, quand je parle d'humour, je fais un humour qui rassemble, je parle de tout le monde, de toutes ces cultures, toutes ces origines que j'ai pu rencontrer en France. Et j'ai déjà entendu quelqu'un me dire « Non, mais ton spectacle est très communautaire ». Je dis « Mais en fait, il a rien de communautaire, il est intercommunautaire parce que je parle de toutes les communautés. Oui. » Et donc, pour moi, celui qui est communautaire, c'est le blanc qui raconte des trucs de blanc, seulement au blanc. Lui, il est communautaire. Moi, je fais faire un tour du monde dans mon spectacle. Je parle de tout le monde et je rassemble tout le monde. Donc, j'ai absolument rien de communautaire, c'est tout le contraire. Parce que le faciès joue, et donc pour eux, tant qu'on n'est pas blanc, caucasien, européen, on sera toujours différent. Et donc, toute cette histoire de colonisation, etc., ça a absolument rien changé, puisque normalement, ils devraient même pas se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait chez eux, puisque eux-mêmes sont venus chez nous et puis qu'ils ont pris toutes les richesses qu'il y avait à prendre avant de partir. Donc, c'est un juste retour des choses. En fait, c'est un échange de bons procédés légaux. Vous êtes venus chez nous, vous avez pris ce qu'il y avait à prendre et puis vous avez fini par rentrer. Mais ne croyez pas que ça va s'arrêter là. Je veux dire, nous, on vous a bien accueillis. Il faut bien nous accueillir aussi. C'est un échange, tu vois. Et puis, du coup, maintenant, ils sont pas contents. Alors qu'en réalité, l'immigration, quelle qu'elle soit, est une richesse pour le pays. Oui. Parce que c'est de la main-d'œuvre, c'est du savoir-faire, c'est une richesse sur tous les plans. Oui. Et malheureusement, on a des gens qui n'ont pas l'esprit assez ouvert pour comprendre tout ça. Et qui s'arrêtent sur ce que certains politiques racontent en se disant oui, mais ils viennent voler le pain des Français, ils viennent voler le travail. Et vous avez entendu parler de cette histoire où dans un village, on disait, il y avait un arabe qui était là, on disait oui, il vient voler le pain des Français, il vient voler le pain des Français, puis on a fini par le chasser. Sauf que c'était lui le boulanger. Donc quand il est parti, il n'y avait plus de pain. Et donc, je la trouve très chouette cette histoire, parce que c'est exactement ça. Si demain tous les enfants d'immigrés et tous les étrangers, entre guillemets, décident de quitter la France se casse la figure. Parce qu'il y a beaucoup de boulots ingrats qui ne sont accomplis que par des enfants d'immigrés parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Parce qu'aller travailler là-bas, ça leur fait gagner 3 fois ce qu'ils auraient pu gagner dans leur pays d'origine. Donc c'est pour ça qu'ils s'exportent. Mais bref, j'espère qu'avec le temps, les choses changeront. En fait, j'étais en train de rire parce que lorsque vous parliez tout à l'heure des Français, de nous et tout ça, j'étais en train de voir une partie d'un de vos sketchs.
On rentrera chez nous quand vous nous aurez rendu. Vous aurez rendu ce que vous nous avez volé. Mais c'est exactement ça. Et puis c'est drôle, hein, parce que quand les Toubabs là, viennent s'installer dans nos pays, on appelle ça les expatriés. Ils ont un statut particulier. Mais quand nous, on va chez eux, on est des immigrés. Et à un moment donné, il faut se mettre d'accord sur les termes. Il faut utiliser les mêmes choses. Oui. Et puis, moi, j'ai été vraiment surprise de voir que certains Français qui sont installés en Afrique décident d'importer leurs lois là-bas. Oui. Et de s'imposer là-bas. Et je dis, mais non, je veux dire, quand nous, on habite chez eux, ils disent qu'on doit s'habituer à eux et qu'on doit, s'intégrer, entre guillemets. Mais eux font pas l'effort dans le sens inverse. Moi, je me rappellerai toujours, il y a une fois où j'ai joué à Tunis, en dehors des vacances scolaires. Oui. Et je demande dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui comprennent pas l'arabe? Et il y a des gens qui tapent des mains et qui disent qu'ils comprennent pas l'arabe. Alors je dis, ben, désolé, fallait s'intégrer. Là, je vais faire un passage avec 15 minutes avec eux en arabe et vous n'aviez qu'à apprendre à parler la langue. Moi, je comprends pas qu'on vive dans un pays puis qu'on n'apprenne pas à parler la langue. Ça me choque. Faut s'intégrer, les gars. Oui. Alors, Samia Orosmane, aujourd'hui, lorsque vous regardez où vous en êtes aujourd'hui, quelle est la partie du monde qui vous a le plus ouvert les bras? Le continent africain ou le continent européen? Bah, après, ça dépend de chaque pays. La Belgique, par exemple, a été très accueillante. Je pense qu'on ne peut pas mettre tout un continent dans un sac. De la même manière que je parle de l'accent, on me dit, fais-nous l'accent africain. Je dis, mais ça veut rien dire l'accent africain. En fait, déjà, dans un seul pays d'Afrique, il y a énormément d'accents différents et de manières différentes de parler. Donc, on ne peut pas tout résumer à un seul comportement ou un seul pays. Dans tous les pays où je suis allée, Dieu merci, j'ai toujours trouvé des gens très accueillants. Que ce soit en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Sénégal, au Cameroun, au Burkina Faso. Dans tous les endroits où je suis allée, il y a toujours eu de très belles personnes. Donc, je peux pas catégoriser les gens en disant, bon, bah, en Afrique, on m'a mieux reçu qu'en Europe ou non. Partout, il y a des gens extraordinaires et puis il y a des gens moins bien aussi. Et si Samia Orosmane n'avait pas été comédienne? J'aurais été nounou. J'ai fait ça pendant 10 ans. Je me suis occupée des enfants des autres. Comme moi, j'ai pas réussi à en avoir encore. Parce que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait ce métier-là parce qu'on n'a pas d'autre alternative et qu'on n'a pas de bagages. Oui. Alors qu'en fait, pas du tout. Moi, j'adore les enfants et être payée pour donner des bisous et des câlins et apporter une éducation à des tout petits bouts de chou, c'est la plus belle chose qui puisse être pour moi. Les enfants, ils ont pas de vice. Ils sont sincères, ils sont vrais, ils sont entiers. Quand ils vous aiment, ils vous le montrent. Quand ils ne vous aiment pas, ils vous le montrent. Et moi, j'aime le fait de ne pas avoir de masque. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les grandes personnes. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, notamment des jeunes filles qui se réfèrent à vous et qui veulent à tout prix faire comme vous, devenir comme vous. S'il y avait un conseil à leur donner? Bah, c'est surtout de s'accrocher, de toujours y croire et de travailler dur pour que ça arrive. Parce que c'est chouette d'avoir un rêve, mais si on attend les bras croisés que ça tombe du ciel, ça ne viendra jamais. Donc il faut beaucoup de travail et d'abnégation. Et surtout, il faut y croire. Il faut croire en soi et ne pas écouter toutes les personnes sur sa route qui risquent de vous empêcher de réaliser vos rêves parce que eux n'ont pas eu le courage de réaliser les leurs. On peut dire à ces mots que le parcours de Samia Orosmane a été un long fleuve tranquille, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une anecdote qui vous a Jamais vraiment de la marqué? vie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça a été que des galères, que des misères. Mais je suis persévérante en fait. Moi, je lâche rien. Quand je veux quelque chose, je m'y attelle jusqu'à ce que ça finisse par arriver. Et donc, j'ai eu beaucoup de mésaventures. Par exemple, quand j'ai commencé les spectacles, j'ai organisé des plateaux d'humour avec un gars. Et très vite, on a rempli des grosses salles de spectacle parce que j'avais une super idée, c'était faire des plateaux avec plusieurs humoristes où chacun viendrait faire rire sans vulgarité, sans obscénité pour que les familles puissent venir au théâtre. Et donc, le type n'était pas intéressé par le projet. J'ai réussi à le convaincre. Et quand on a mis ça en place et que les salles sont devenues de plus en plus grosses, on a fait d'abord 150 places, puis 300 places, puis 500 places, puis 800 places. Quand on a rempli une grosse salle de 800 places, il a pris l'argent, il s'est sauvé avec. Et donc, il a pris mon idée, il a pris l'argent et le concept et tout ce qui allait avec. Et moi, il me restait que mes larmes pour pleurer. Parce que j'aurais jamais imaginé que quelqu'un aurait pu me trahir alors qu'à l'origine, c'était mon idée et que c'est moi qui ai dû le convaincre de se lancer dedans. Donc, ça a été compliqué, mais j'ai pleuré un bon coup, j'ai crié et puis j'ai recommencé à zéro. Et j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. Et puis aujourd'hui, ce garçon a disparu de la circulation. On n'entend plus du tout son nom alors qu'il était comédien. Wow. Et moi, j'ai continué de travailler, Dieu merci. Et ça vous a pas donné l'idée de vous dire que là, c'est trop, je vais tout claquer, je vais laisser trop de galères? Non, moi je lâche rien en fait. Plus on me met des bâtons dans les roues et plus je persiste. Oui. Je dis si c'est ça qu'on va m'empêcher de faire, et ils vont voir de quoi je suis capable. Moi je sais qu'un jour où j'étais vraiment pas bien, il y a un type qui
qui a été très méchant avec moi à un moment où j'étais déjà à terre. C'est comme s'il me donnait des coups de pied encore alors que j'étais au sol. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi pour moi ça fonctionnait et pour lui ça ne fonctionnait pas. Et j'ai fini par lui expliquer que tu peux pas rester les bras croisés et regarder autour de toi en pensant qu'un jour il y a un oiseau qui va voler, il va faire caca une petite graine, et puis que la pluie va tomber sur cette graine, et puis qu'il y a des plantes qui vont pousser et que tu n'auras plus qu'à venir ramasser les fruits. Si tu laboures pas la terre, si tu ne plantes pas tes graines, si tu n'arroses pas tous les jours, si tu ne fais pas ce qu'il faut pour que ça pousse, il y a rien qui va pousser, gars. Ça va pas tomber du ciel. C'est pas comme ça la vie. C'est pas si facile que ça. On n'est pas au paradis. Hein. Il faut labourer ton champ. Et donc, ce type-là me voyait chaque jour jouer quelque part et il était fâché, en colère que ça puisse fonctionner pour moi et pas pour lui. Et il m'en a voulu en me disant, oui, mais tu m'as jamais rien proposé. Les gars, c'est pas comme ça. Déjà, je suis pas le pôle emploi de l'humour. Et de 2, j'ai fait ma place toute seule. Pour réussir à m'en sortir, j'ai travaillé dur. Tu peux pas t'attendre à ce que quelqu'un te serve de trampoline et venir sauter sur lui pour avancer plus vite. Si tu n'accomplis pas ton chemin, tu n'arriveras pas. C'est simple. Et c'est pas parce que j'ai pas envie de partager, mais c'est juste que si tu n'as pas fait le travail qu'il faut pour réussir à faire rire les gens, à les emmener avec toi dans ton univers, tu n'arriveras à rien faire tout seul. Même si je t'aide à aller plus vite, quand tu vas arriver sur scène, tu vas te ramasser parce que tu ne seras pas drôle, parce que tu n'as pas assez travaillé. Et malheureusement, il y a des gens qui comprennent pas ça. Ils sont dans la jalousie, ils sont dans la comparaison, mais ils se rendent pas compte que, si tu n'effectues pas le chemin, si tu ne fais pas le travail, tôt ou tard, les gens vont s'apercevoir que tu es une escroquerie, donc ça ne sert à rien. C'est avec l'expérience, avec le temps, que tu réussis à gagner ta place. Et c'est ce qu'il faut faire, en fait. Comment ça s'est passé pour vous avec vos parents lorsque vous êtes allés leur dire « je veux être comédienne » C'est pareil. En fait, eux, c'est par bienveillance, c'est par trop plein de protection. En fait, les parents ont peur qu'on se casse la figure et qu'on ne réussisse pas. Et comme ils ont peur, ils transposent leur peur sur nous en nous disant « mais non, va vers un vrai travail, va faire de vraies études pour pouvoir t'en sortir et gagner beaucoup d'argent ». Et en fait, pour eux, les métiers artistiques ne sont pas quelque chose qui peut être valorisé et où tu pourras vraiment gagner ta vie. Après, ils n'ont pas totalement tort parce que même si tu es connu, que tu passes à la télévision, etc., tes poches, elles sont pas beaucoup plus remplies. Et moi, il y a des gens, des fois, qui sont choqués de me voir dans des lieux où, pour eux, j'ai rien à faire, tu vois. Attends, il faut que je te raconte une histoire. On a une autre image, on nous a souvent montré l'image du parent arabe comme le parent qui est trop rigoureux, trop sévère, trop carré. Moi, j'imagine avec les vôtres. Papa, maman, je veux devenir comme... C'est ça. Ils étaient rigoureux, ils étaient sévères et ils m'ont serré la vis. Mais moi, j'ai toujours tout fait en cachette quand même. Parce que j'ai la tête dure et que je voulais arriver à faire ce que j'avais envie de faire. Et en fait, quand ça a commencé à fonctionner et qu'ils ont vu que les spectacles étaient remplis, que j'ai commencé à voyager à l'étranger, ils ont commencé à changer d'avis. Ils ont compris en fait que j'avais toute ma place. Mais il a fallu les convaincre et il a fallu faire ses preuves. Alors, on va maintenant laisser de côté le côté professionnel de Samia Orosmane. On va parler maintenant de Samia Orosmane dans un de vos sketchs. Je vais toujours faire référence à ça parce que j'avoue, devant tous les téléspectatrices et devant l'Éternel, je suis une fan de Samia Orosmane et j'ai suivi avec grande attention les accents africains. Dans ce sketch, on vous entend dire, dès le début du sketch, j'ai toujours voulu être noire. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça, c'est pas carnaval, c'est juste parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Noire. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est les plus belles femmes. Déjà la forme qu'elles ont, la peau qu'elles ont, sans défaut, en fait toute cette mélanine là, ça rend la peau magnifique. Je trouve qu'elles sont... Et puis, au-delà de ça, moi, je suis fascinée surtout par les femmes d'Afrique subsaharienne parce que je trouve qu'elles ont du tempérament, elles savent s'imposer. C'est la maman dans toute sa splendeur, en fait. Avec sa fierté, avec son orgueil, avec sa manière de s'imposer et de dire, écoute, tu peux faire ce que tu veux, tu n'arriveras pas à me faire plier. J'aime, en fait, leur côté fier. Et j'ai beaucoup d'amour, surtout pour les Ivoiriennes, qui ont été pour moi mon exemple. Parce qu'elles savent s'imposer. Et que moi, je suis tout le contraire. En fait, sur scène, je suis capable. Mais en dehors de la scène, je suis quelqu'un de très... je n'aime pas bousculer les gens, je n'aime pas faire de la peine, je suis toujours à m'excuser. Mon nouveau spectacle s'appelle « Je suis une bouffonne ». Parce que je suis toujours en train de demander pardon. Alors que la femme ivoirienne, non, elle s'impose, elle dit « Il y a quoi ? Tu vas faire quoi ? Je suis désolée, je suis là. C'est quoi ? C'est pas mon problème. » Tu vois ? Et cette manière de s'imposer, cette façon de s'assumer,
et d'assumer leur choix, je les admire en fait. Et que pensez-vous de ces femmes noires qui veulent avoir votre teint à vous? Je comprends pas. Pardon? Franchement, je comprends pas. Je comprends pas ça. Je comprends pas. Les filles qui vont se blanchir la peau là, pardon, hein, mais je comprends pas. Pour moi, elles ont la plus belle peau du monde. C'est une peau sans défaut, sans tache. Elles ont des belles peaux magnifiques et n'importe quoi leur va. Toutes les tenues leur vont. Elles ont des corps sublimes. Qu'est-ce qu'elles vont chercher encore? Je comprends pas en fait. Sérieusement, après, chacun ses goûts. Hein. Peut-être que moi, je sais que quand, par exemple, je suis allée au Mali, je me faisais beaucoup draguer parce qu'ils aiment les femmes plus claires. Mais moi, j'arrivais pas à comprendre. Je dis, mais avec tous les canons qu'il y a, avec toutes les jolies femmes qu'il y a. Et puis, la Côte d'Ivoire, là, les femmes, elles ont des formes. Mais moi-même, je suis une fille. J'ai regardé, j'avais de la bave, là, comme ça. En disant, waouh, c'est quoi ces corps qu'elles ont? Tu sais, alors que moi, il y a que des bourrelets qui débordent de partout, là, c'est dégoûtant. Ah non, moi, je vois pas de bourrelets. Moi, j'ai vu Samia Orosmane, elle s'est mise au sport récemment sur sa page Facebook. J'ai vu qu'elle s'est mise au sport. Elle a perdu beaucoup de poids. Pourquoi? Aujourd'hui, quand on sait qu'aujourd'hui, la tendance est aux femmes appelées communément Apouchou, disons celles qui ont des formes. Ouais, ils m'ont dit, où est notre Aou là-bas? Je dis, elle est toujours là. Elle est juste cachée sous les vêtements. En fait, j'essaie de faire un bébé depuis des années. Et quand je suis allée pour me faire soigner à la procréation médicalement assistée, ils m'ont expliqué que si je ne perdais pas 30 kilos, ils n'allaient plus me suivre, en fait. Ah, d'accord. Et c'est drôle que vous montriez les images de Magnifique, parce que Magnifique, il m'a dit que j'étais beaucoup plus belle quand j'étais forte. Et il m'a dit, non, non, je suis pas content que tu aies maigri, là. Il faut reprendre tes kilos. Voilà. Parce que l'homme africain, lui, il aime la femme avec ses formes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais malheureusement, à la procréation médicalement assistée, ils ont dit qu'il fallait absolument que je perde une trentaine de kilos. Donc pour l'instant, j'en avais perdu 25 et j'en ai repris 5. Parce que depuis que je suis tombée à Abidjan, j'ai plus pu faire de sport, j'ai la cheville qui est cassée. Mais j'ai pour objectif de reprendre le régime comme il faut dès que j'aurai fini ma convalescence. Et le look vestimentaire de Samia Orosmane, on a remarqué que Samia Orosmane est toujours habillée vraiment typiquement africaine. Je suis toujours en wax et en bas, j'ai toujours un saroual arabe. Parce que le saroual, ça représente nous et puis le wax, ça représente vous. Et pour moi, c'est une Afrique unie en fait. Et j'aime le wax. Je trouve que les couleurs sont gaies, qu'elles sont agréables à regarder et que ça met de la joie en fait dans nos vies. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours aimé m'habiller comme ça. Le look capillaire, je n'ai jamais vu les cheveux de Samia. Je suis voilée, en fait. Comme je suis musulmane pratiquante, je porte le voile, mais je le mets de manière un peu plus discrète parce qu'en France, ça aurait été impossible de travailler avec un vrai hijab. Et puis, de toutes les façons, ça m'étrangle, là. De fermer le foulard jusqu'ici, j'arrive pas. Donc là, comme ça m'arrange. D'accord. Je cache ce qu'il y a à cacher et puis, c'est entre Dieu et moi, et puis voilà. Samia est souvent maquillée sobrement. Un choix esthétique où il vous est jamais arrivé d'être entre les mains d'une maquilleuse experte pour vous faire un genre de maquillage ou bien vous n'êtes pas adepte. J'avais une maquilleuse qui venait, mais ça prend trop de temps. Moi, ça me fatigue. J'ai beaucoup de respect pour les femmes qui prennent le temps de mettre des faux ongles, de mettre des faux cils, de mettre du maquillage. J'ai dit, oh là là, elles ont du temps. Moi, j'arrive pas. Je suis plus concentrée sur des choses concrète en fait. Je suis quelqu'un de très simple. Je suis dans l'utile plus que dans l'agréable et dans la sophistication. Je sais pas faire. Moi, je sais pas marcher avec des chaussures à talons. Je sais pas passer des heures à faire mes ongles. Je sais pas. Je fais le minimum. C'est pas dû au fait que vous soyez toujours parti, vous êtes toujours debout, vous êtes toujours en activité. Peut-être, mais j'ai jamais été vraiment portée sur tout ça, sur tout ce qui est esthétique. Les filles me parlent de micro-needling, de soins du visage, de trucs pour les cheveux. Je dis, mais quelle perte de temps! Parce que pour moi, ce qu'il y a de plus important, c'est pas l'emballage, en fait, c'est l'intérieur. Et l'âme, elle transcende tout. Donc, c'est un détail d'avoir du vernis sur les ongles ou des faux cils. Ça me rappelle l'épisode de Le Prince de Bel-Air où il se retrouve enfermé avec sa copine. Et puis, au fur et à mesure, elle commence à enlever ses trucs. Elle enlève les cils, elle enlève ses ongles, elle enlève ses cheveux. Il a dit, tu l'enlèves encore! Et donc, je me dis, le pauvre garçon, quoi, le jour où il te voit sortir de la douche où tu n'as rien, ni maquillage, ni faux cheveux, ni faux ongles, ni faux seins, ni fausses fesses, il fait quoi? Il va dire, mais quelle escroquerie! J'ai des copains qui disent, moi, je donne rendez-vous à mes copines à la piscine. Comme ça, je la vois dans son état naturel. Je sais à quoi elle ressemble. D'accord. Alors vous,
Quelle est l'image, si on vous demandait de définir la plus belle femme, en 3 mots, ou 4 mots, ou plus encore? La plus belle femme, c'est celle qui a le plus beau cœur. Parce qu'en réalité, on peut voir une femme très très belle et puis dès qu'elle commence à parler, la trouver horrible parce qu'elle n'a pas de valeur, elle n'a pas de principe, elle n'a pas d'amour, elle n'a pas de douceur. Et donc pour moi, la plus belle des femmes, c'est celle qui a une belle âme, c'est celle qui est dans la générosité, dans le partage, dans la sincérité, dans l'humanité. C'est ça pour moi la plus belle femme. On espère que Samia Oros-Man, à elle seule, englobe toutes ses qualités et que c'est pour cela que de plus en plus de chanteurs l'invitent dans ses clips. Tout de suite, on va encore aller à la découverte d'un autre clip. Ce monsieur s'appelle Derka. Merci à Derka pour cette magnifique chanson où on voit encore en guest star Samia Oros-Man. Plus en mégère qu'en amoureuse, hein, Samia? C'est ça, je suis une vraie mégère. Il n'est pas gentil hein, d'avoir fait une chanson comme ça sur moi. Non, en fait, la moralité du clip, il est bien. Moi, je comprends bien ce que le gars veut dire, que ta chérie, elle peut être aussi comme elle peut l'être. Il faut toujours l'aimer. Moi, j'aime bien la moralité, mais le pauvre, il n'arrête pas de recevoir des coups. Alors, Derka, tu nous en parles? C'est qui? Alors, c'est un copain humoriste, en fait, qui présentait une émission qui s'appelait Le JT Agité. Et donc, il faisait des chansons, il présentait les informations en rap. Et donc, on s'était croisés sur plusieurs scènes et il m'a dit, écoute, j'ai écrit une chanson et je vois personne d'autre avec qui faire le clip que toi parce qu'elle te correspond parfaitement. Et quand tu m'as fait entendre, j'ai dit, ah ouais, salopard, c'est ça qui me correspond. Et donc, j'ai trouvé le clip, enfin, l'idée sympa et je lui ai proposé de venir la tourner ici en Tunisie, dans le village de Sidi Bou Saïd à Tunis. Et du coup, on s'est super bien amusé. Mais je t'avoue que ça a été très compliqué parce que c'était au moment où je commençais à me faire un peu plus connaître en Tunisie. Donc, tous les 2 pas, les gens venaient nous arrêter pour faire des photos. Alors, ce tournage, ça a beaucoup fatigué Derka. Mais au final, ça a donné de très belles images. Alors justement, Samia, on va parler de ce nouveau genre d'humoristes aujourd'hui qui ont plusieurs cordes à leurs arcs. Je vois maintenant le magnifique qui chante, Derka qui chante, ou elle a ceci parfois qui se met à la chanson. Est-ce que vous ne craignez pas que la vedette vous soit volée? Ceux qui font beaucoup de choses à la fois. C'est vrai que vous aussi, vous chantez maintenant. Non, moi, c'est parce que Magnifique m'a proposé. J'ai dit, mais je suis pas chanteuse. Il m'a dit, écoute, c'est pas grave, on fait un truc pour rigoler. J'ai dit, allez, vas-y. C'était pendant que j'étais restée bloquée à Abidjan au moment du confinement. J'ai passé 2 mois et demi à Abidjan. Il fallait s'occuper, quoi. Donc, on s'est occupé. Mais moi, j'ai pas peur qu'on me vole la vedette. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et au contraire, plus il y a d'expériences artistiques qui se font, et mieux c'est. Parce que les gens ont besoin de ça. Surtout dans un moment comme celui qu'on est en train de vivre, où tout a été fermé, où avec le Covid, artistiquement, ça a été un peu difficile. Et bien, c'est chouette qu'il y ait de plus en plus d'initiatives parce que ça fait du bien aux gens. Eux qui excellent exceptionnellement sur le web. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, en fait. Je trouve qu'ils sont très forts pour réussir à mobiliser plein de gens. Et ça va très, très vite. Et malheureusement, ça va parfois peut-être un peu trop vite pour certains qui risquent de se brûler les ailes parce que comme ils n'ont pas eu le temps de mettre en place tout ce qu'il fallait pour aller avec la notoriété, et ben, c'est très compliqué pour eux de faire face. Donc moi, j'en ai vu beaucoup qui ont commencé de rien et qui ont fait des vidéos sur Internet et qui se sont fait connaître très vite et qui après sont arrivés à un stade où leurs pieds ne touchent plus par terre, quoi. Dans leur tête, ils sont des Michael Jackson en puissance, ils parlent mal aux gens, ils deviennent distants, aigris, machin. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui les a préparés au succès. Quelqu'un qui passe 10 ans, 20 ans avant de se faire connaître, il a eu tout le temps de travailler pour avoir sa notoriété. Donc, le jour où les gens vont venir le voir, il aura la patience de supporter les selfies, les gens qui nous arrêtent tout le temps, tout ce succès qui arrive du jour au lendemain. Mais celui qui arrive très rapidement, ben, c'est un peu plus compliqué pour lui de gérer. Et moi, j'ai juste peur pour ces gens-là parce que du jour au lendemain, ils peuvent redevenir plus rien à cause de leur mauvais comportement et ne pas savoir faire face ou remonter à la surface. Et je pense que c'est très compliqué. Mais ça peut aussi être un avantage par rapport à la situation sanitaire qui prévaut actuellement. Vous ouvrir encore c'est clair. Une autre scène, parce que vous qui êtes déjà habitué à vous mouvoir sur les scènes
physique, classique, le web, ça reste aussi une scène quand même qui engrange aussi beaucoup de spectateurs. J'y arrive pas. J'admire ceux qui arrivent à le faire, mais moi j'ai besoin des gens. En fait, je fais ce métier pas pour gagner des sous, ou pour gagner en autorité, je fais ce métier parce que j'aime le contact avec les gens. Oui. En fait, quand je voyage dans chacun des pays où je vais, il y a toujours une famille qui m'accueille et qui me dit « Hey Samia, c'est fini, il n'y a plus d'hôtel, tu viens à la maison ». Et donc, c'est comme si je découvrais des nouveaux membres de ma famille à chaque voyage que je fais. Quand on reste chez soi devant son écran et qu'on fait juste des vidéos, oui, on a beaucoup de gens qui nous suivent, oui, on peut faire du placement de produits, gagner très bien sa vie, mais l'essentiel de notre métier, la base, n'est plus là. Parce que moi, je suis là pour le lien, pour le contact, je veux rencontrer du monde, je veux faire rire les gens et avoir ces énergies en échange, je veux être dans une salle que je remplis avec du rire, avec de l'amour, avec des belles énergies. Et donc, devant un écran, il n'y a plus aucun goût finalement. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas le même métier, c'est pas la même chose qu'on fait. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui adorent ça. Moi, j'ai rencontré des gens qui savent pas jouer sur scène, mais parce qu'ils ont trop le trac, ils n'arriveraient pas à le faire, mais ils adorent le faire derrière des vidéos parce qu'ils peuvent faire le montage qu'ils veulent, préparer comme ils veulent, etc. Et puis le résultat leur convient. Et ça leur plaît. Mais moi, je suis pas dans cet état d'esprit. Moi, je veux être au contact du public, je veux rencontrer les gens. Je veux faire un peu la folle, je veux mettre l'ambiance, je veux voir le rire et les gens exploser autour de moi. Et c'est pour ça que je vis, en fait. Est-ce que vous ne pensiez pas qu'il serait quand même mieux pour vous d'essayer de combiner les deux pour avoir un juste milieu? C'est-à-dire, on a des scènes classiques, on a aussi les scènes... Peut-être, je ne sais pas, mais pour l'instant, je suis bien comme ça. Donc, on aimerait bien, moi en tant que fan... J'aimerais bien voir quelque chose. J'admire à ceux qui se filment toute la journée là, à raconter leurs histoires. Je sais pas comment ils font, parce que si on se filme toute la journée, on ne vit plus l'instant. Sérieusement, si je passe mon temps à me filmer, à quel moment moi je savoure, à quel moment je peux prendre le temps de vivre avec la personne qui est en face de moi et de savourer l'instant présent? C'est difficile en fait. Et donc, bravo, ceux qui y arrivent, je leur dis chapeau. Mais moi, je suis trop vieille pour ces choses-là. Là. C'est fini. Je pense particulièrement à l'un d'entre eux. Il s'appelle... Mahmoud Sabraoui, Dimo l'enjailleur. C'est lui d'ailleurs qui m'a mis en contact avec vous. Il est vraiment, il est... Moi, il est top. Mais pareil, moi, il me dit, il adore faire ses vidéos, mais qu'il aurait du mal à jouer en direct. Il n'arriverait pas. Et je pense que c'est deux métiers complètement différents. Ses vidéos sont top, c'est chouette ce qu'il fait, il draine beaucoup de monde, etc. Mais en face à face, c'est quelque chose où il n'est pas à l'aise. Et moi, c'est le contraire, en fait. Je suis pas à l'aise à parler juste à une caméra. J'ai l'impression de faire un monologue, d'être devenue folle et de parler tout seul avec mon téléphone. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux des gens devant moi. Je veux des vrais gens. Je veux des rencontres. Et donc, si on me filme pendant que je fais quelque chose, oui, ça c'est autre chose. Mais aller filmer tous les jours ma tête pour parler aux gens, j'y arriverai pas. Alors, comme téléspectateurs, on n'a pas que des femmes, c'est bien. On a aussi des hommes parce qu'ils savent que sur notre tribune, on reçoit des belles femmes. Et lorsqu'ils viennent regarder, la première question qu'ils se posent souvent en tête, est-ce qu'elle est mariée? Est-ce que Samia Ousmane est mariée? Si, depuis une éternité. Ah, je suis mariée depuis 18 ans. Ils sont même à côté là. Dommage, elle est mariée. Quel genre de femme au foyer est Samia Ousmane? Je ne suis pas une vraie femme au foyer. Je dis toujours, moi, je ne suis pas une femme d'intérieur, je suis une femme d'extérieur. Ma chérie, chacun son travail. Moi, je ne sais rien faire d'autre à part l'ambiance. Donc, de temps en temps, je fais un grand ménage, mais c'est rare. Oui. C'est mon mari qui cuisine, qui fait le ménage, qui fait les courses. C'est lui qui gère tout. Il se gère lui-même. Des fois même, je lui dis pardon, je suis pas souvent là, je m'occupe pas de toi. Il m'a dit, je t'ai pas attendu pour t'occuper de moi. Samia Ousmane cuisine? De temps en temps, mais je cuisine par envie, pas par nécessité. Quand je reçois, j'adore cuisiner. Et puis de temps en temps, pour faire plaisir à mon chéri, je cuisine. Mais sinon, c'est pas quelque chose de journalier en fait. Je fais pas ça tous les jours. Comme je suis pas souvent chez moi en plus, donc. Quel est votre plat de prédilection à la maison? Le plat que vous cuisinez sans avoir recours à un livre de recettes? Poulet yassa, ça c'est ma spécialité. Poulet yassa, c'est sénégalais? Ouais. Ma meilleure amie est malienne et puis c'est elle qui m'a appris à faire le poulet yassa. Et du coup, j'ai même fait des très grosses quantités qu'on est allé distribuer dans les rues pour les personnes les primo-arrivants, tous les migrants qui dorment dans la rue. Ouais. Et comme c'est un plat qui coûte le moins cher à préparer et que pour avoir les ingrédients, c'était le plus facile, et du coup, j'ai fait des grosses quantités de poulet yassa qu'on allait distribuer. Et les papas sénégalais qu'on a rencontrés étaient persuadés que c'était une maman sénégalaise qui avait fait le plat. Ah, bravo. Et un plat tunisien? Un plat tunisien, c'est les choses faciles, genre des briques,
Genre j'aime faire le tagine tunisien, ça ressemble à une quiche de tagine tunisien. C'est pas comme le tagine marocain. Et puis quoi d'autre? Je fais des choses simples en fait seulement. Je cuisine pas des super plats. Je fais du riz au persil. Ça s'appelle des riz djerbia. Mais quand j'ai préparé ça à la cuisine de star, ils ont dit ça s'appelle riz gras. Je dis c'est vous qui êtes gras, c'est pas mon riz. Il faut laisser mon riz tranquille. Il est pas gras du tout. Et le plat, la recette, vous venez de dire que c'est votre mari qui fait à manger à la maison. Et le plat pour lequel vous tombez toujours en extase, vraiment le plat pour lequel on vous dirait, bon, Samia, tu as un spectacle tout à l'heure, mais on te présente le plat, tu dis non, 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 là, le spectacle, il va attendre. C'est attiéké avec poulet grillé et à loco. Ah, là, finalement, je vois que les Ivoiriens ont vraiment une place dans votre cœur. Je suis un peu jalouse. Garba, c'est trop bon. Alors, maintenant, on va passer au thème. Au thème, c'est la troisième partie de notre émission, oui. On va parler du thème aujourd'hui, toujours en référence avec ce que fait Samia Orosmane en tant que comédienne. Samia Orosmane, tunisienne, qui a grandi et née en France, a excellé dans ce monde-là. On parle de la diaspora et de la femme comédienne. Alors, Samia Orosmane, vous parliez tout à l'heure dans votre parcours qu'il n'a pas été du tout facile. Que pensez-vous de l'immigration clandestine féminine? Elle est de plus en plus difficile et vraiment, je n'encourage pas les gens à le faire. En fait, j'ai fait partie des bénévoles d'une association qui s'appelle Un petit bagage d'amour, où on allait apporter à ces femmes migrantes qui accouchaient sans rien du tout à l'hôpital de quoi subvenir aux besoins de l'enfant pendant les 6 premiers mois. Et en fait, on a eu des témoignages horribles de femmes qui racontaient qu'en passant par la Libye, elles s'étaient fait violer et qu'elles étaient arrivées enceintes en Europe. Et pour les femmes, c'est encore plus difficile que pour les hommes. Parce que finalement, l'homme, il n'a pas grand-chose à perdre, entre guillemets, à part sa vie sur la route. Alors que la femme, elle peut subir énormément de choses horribles et que c'est un réel traumatisme après, une fois arrivé là-bas. Donc, moi, de toutes les façons, en général, je ne suis pas pour encourager l'immigration clandestine. Après, c'est plus facile pour moi de parler comme ça parce qu'effectivement, j'ai grandi dans le confort de l'Europe. Mais plus je découvre le monde et plus j'ai envie de rentrer dans le pays de mes racines. En fait, chez nous, il y a un proverbe qui dit que l'œil rassasié et celui qui a affamé ne sont pas pareils. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est que plus j'ai pu voir l'Europe et les différents pays dans lesquels j'ai voyagé, et plus je me suis rendu compte que finalement, ma place était peut-être dans le pays de mes racines, où les valeurs sont communes, où il y a encore ce lien familial, où il y a encore toute l'éducation qu'on a reçue, et que finalement le plus important dans ce monde, c'est pas le confort matériel, mais c'est simplement être auprès des siens et dans un endroit où on se sent bien. Est-ce que c'est pas parce que pour vous, vous avez pu acquérir ce confort matériel que d'autres viennent chercher C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est plus facile pour moi parce que je suis née dans un pays où financièrement ça allait bien. Mais maintenant, à l'heure qu'il est, j'ai juste envie de simplicité. Peut-être aussi parce que j'ai dépassé la quarantaine. Quand on est plus jeune, on a soif de découvrir, de voir le monde, de tenter de nouvelles expériences. Mais quand on est un peu plus âgé, on se rend compte que finalement on tourne. Et puis, il n'y a rien qui est aussi beau finalement que la simplicité. Là, si on me dit demain, Samia, tu reviens à la maison et puis tu t'occupes de chèvres et de moutons dans le village de tes parents, bah, je pense que je serais heureuse quand même. Ouais. Alors, pour vous qui avez grandi en Europe, comment peut se mouvoir une femme? Comment elle peut arriver à réussir dans ce monde-là qui n'est pas le sien? Je pense que si on y croit et qu'on se bat pour réussir à faire ce qu'on a envie de faire, ça ne peut que finir par fonctionner. Mais après, il faut voir quel objectif on a en tête. Moi, ce que je vous expliquais, c'est que maintenant, mon objectif de vie, c'est juste d'être bien. J'ai pas la même expérience que tout le monde, c'est clair, mais mon expérience de vie fait que maintenant que j'ai plus mes parents, paix à leur âme, je me rends compte qu'il y a rien dans cette vie qui vaut la peine d'aller s'entretuer, de se battre, de galérer, de lutter, mis à part la famille et les liens qu'on peut avoir avec les siens. Tout le reste, c'est que du secondaire, parce que j'ai un copain qui disait souvent, à quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent si tu es tout seul dans ton yacht? Et en fait, c'est ça. Le plus important, finalement, c'est
c'est les gens qui nous entourent, c'est les valeurs, c'est l'humain. Et malheureusement, on est dans une société de consommation telle que c'est ce qu'on a mis tout en haut de la liste. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une belle maison, une belle voiture, un bon statut social, alors qu'en réalité, on peut vivre avec le minimum tant qu'on est heureux avec les personnes qui nous entourent. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est l'humain. Et on le délaisse. Pour elles, ces femmes-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire qu'elles ne viennent plus? Après, est-ce que ce n'est pas bon qu'une femme aille à la découverte d'un autre pays et puis, si elle se sent bien, qu'elle s'asseye là-bas? Mais chacun doit faire ce qu'il a envie de faire. Oui. Et ces femmes qui aspirent à un meilleur avenir, si c'est comme ça qu'elles imaginent leur vie, et oui, qu'elles y croient et qu'elles foncent. Mais simplement qu'elles fassent attention à elles, c'est tout ce que je dis. Moi, je dis, ça fait mal au cœur, en fait, de rencontrer des femmes qui ont vécu des choses horribles sur la route, oui, juste pour pouvoir avoir un meilleur confort. Enfin, si on est poussé par la faim et que c'est la seule solution, je peux le comprendre. Mais si c'est juste pour avoir un meilleur confort qu'on décide de braver tout ça, je me dis c'est dommage parce que ça vaut pas la peine finalement. Meilleur confort, meilleures conditions de vie, n'est-ce pas la même chose? Non, non. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger et quelqu'un qui veut juste avoir du bonus, c'est deux choses différentes. Oui, c'est vrai. Si on n'a pas de quoi manger du tout et que c'est la seule solution parce que sinon on peut pas s'en sortir, moi je veux bien comprendre. Mais que tu habites chez tes parents et que ça va quand même, tu as de quoi manger, de quoi te nourrir, tu n'es pas riche, tu ne roules pas sur l'or, mais tu peux quand même t'en sortir. Et puis tu décides de mettre des sous de côté pour partir traverser parce que là-bas tu vas avoir un avenir meilleur et que tu vois tous ces, comme on appelle les bungistes là, qui viennent pendant l'été dépenser leur argent et faire croire que là-bas ils gagnent des milliards alors qu'en fait ils habitent dans des boîtes à sardines et qui se serrent la ceinture toute l'année. Je trouve ça dommage. Il y a, on transmet pas la réalité du terrain en fait aux gens qui sont dans nos pays d'origine et c'est aussi notre faute à nous enfants d'immigrés parce que je sais que la Tunisie c'est pareil, quand on venait tous les étés avec des vêtements tout neufs, avec des voitures neuves, avec beaucoup d'argent parce que l'argent de l'Europe vaut 3 fois l'argent d'ici, les gens qui nous voient pendant l'été disent mais attends, là-bas ça va bien pour eux quoi, et ils savent pas les conditions dans lesquelles on vit en réalité. Et puis petit à petit avec le temps. Pour clôturer notre thème du jour, je vais poser une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités justement de stopper l'immigration clandestine féminine? Sinon, si oui, quoi exactement? J'ai pas entendu, pardon. Est-ce que pour toi, il y aurait des solutions pour stopper cette immigration clandestine féminine qui fait beaucoup de tort, non seulement à ces personnes, mais à l'Afrique aussi? Il faudrait leur offrir l'opportunité de réaliser leurs propres projets dans leur pays. Oui. Parce que qu'est-ce qui pousse les femmes à partir? C'est quand la misère au pays n'est plus supportable et quand il n'y a aucune aide qui est mise en place pour pouvoir les aider à constituer leur propre gagne-pain. Moi, je sais que, par exemple, on est très actif avec une ONG qui s'appelle LIFE, qui intervient sur beaucoup de pays. Et l'une des actions qu'ils accomplissent, c'est d'aider les gens à créer leur propre source de revenus. Par exemple, en Tunisie, ils ont aidé une femme en lui offrant une machine à coudre qui lui permet de travailler elle-même et de s'en sortir et de ne plus avoir à tendre la main. Oui. Donc, financer des mini-projets comme cela, ou une autre dame qui a mis des ruches et qui s'occupe de faire son miel. Financer des micro-projets comme cela, ça permettrait à ces femmes de faire preuve d'autonomie et de ne pas avoir à aller chercher ailleurs de quoi faire entrer de l'argent tous les mois et réchauffer la marmite. Parce que, en réalité, je pense que personne ne rêve de quitter les siens. Enfin, sauf la jeunesse qui a envie d'autre chose. Mais en général, les gens préfèrent quand même être chez eux auprès des leurs plutôt que d'aller tout risquer pour aller dans un autre pays. Voilà, conseil de Semia Roseman, notre émission tire petit à petit à la fin, mais on ne va pas clôturer sans toutefois faire une intrusion dans notre petit questionnaire intimiste ou questionnaire de Proust. Alors, tout de suite, votre état d'esprit actuel? Je suis bien, je suis au bord de la mer, vous entendez le son des vagues, je suis dans le pays de mes racines où je ne peux qu'être bien. Votre plus grande peine? La perte de mes parents. D'accord. Votre plus grande joie? Chaque fois que je suis sur scène. Votre plus grand défaut? Je suis trop bavarde. Je m'arrête jamais de parler. La radio et moi, on s'entend pas. C'est ou elle ou moi. Et votre plus grande qualité? On dit que c'est la générosité.
Ah d'accord, ça se voit. La qualité que vous aimez chez une femme? Sa bienveillance. Et le défaut que vous lui reprochez? Celles qui font des chichis là, moi je supporte pas. Ça me fatigue. Wallahi, je peux pas. Non, moi je peux pas faire ça. Non mais attends, c'est trop... Non, je peux pas. Ça me fatigue. Faut arrêter ça. Quand tu fais caca comme tout le monde et puis tu veux nous faire croire que tu es princesse, il faut arrêter ça. La qualité que vous aimez chez un homme? Le courage. Le défaut que vous reprochez à un homme? Le mensonge. Ah d'accord. Alors, votre dernier geste amoureux? D'avoir proposé de rentrer à Paris malgré le temps qu'il fait ici. J'ai dit à mon mari, si vraiment, vraiment je te manque, je reviens. Ça, pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour. Votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve? Oui. Devenir maman. Et votre plus grand rêve pour l'Afrique? Ben, une Afrique unie, tout simplement, et qui coupe les vivres à l'Europe et qui s'en sort par elle-même, qui arrête de se faire piller. C'est ça mon rêve. Et votre dernier mot pour cette émission? Oui. J'ai passé un très beau moment en votre compagnie. Je suis ravie d'avoir discuté avec vous. Merci. Et pour vous faire comprendre à quel point, je vais quand même vous montrer l'endroit où je suis. Que vous sachiez que je suis pas une mythomane et que si j'ai pris 2 heures de mon temps pour parler avec vous, c'est que vraiment, vraiment, je vous aime bien. Merci. Voilà où je suis. Oh, merci Samia. Ah là là. Voilà. Voilà. Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, je suis sûre que vous aussi, vous avez profité non seulement de la vue, où est Samia Orosman actuellement, mais surtout de cette entrevue avec votre star. Il est temps pour moi de vous dire maintenant au revoir. Merci d'être encore toujours aussi nombreux de jour en jour à nous suivre en espérant amener encore une autre figure qui servira de référence pour vous et qui va vous donner encore une pointe d'espoir dans le cœur, chers téléspectateurs. Par ces mots, je vais vous dire au revoir, à nous retrouver dans un autre numéro de Féminin avec une autre invitée. Portez-vous bien. Ciao, ciao Samia et merci. La belle radio et télévision, par ma voix, vous dit merci de votre présence aujourd'hui. Merci à vous. À bientôt. Ciao, ciao.